Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui on s'attaque à une machine Hack the Box nommée Lazy. Il s'agit dans le cas présent d'une machine Linux de difficulté moyenne qui nécessite quelques compétences en cryptographie. Comme d'habitude, nous allons commencer notre analyse avec un rapide scan Nmap afin de déterminer les ports ouverts sur la machine. Dans le cas présent, il semblerait que seuls 2 ports sont ouverts, mais nous allons commencer par analyser le port 80. On va donc ouvrir un navigateur et entrer l'adresse IP dans la barre d'URL. Ici, le site est relativement simple, celui-ci permet de créer un compte et de s'authentifier par la suite. Nous allons donc créer un nouveau compte. Dans le cas présent, je vais utiliser le username admin et entrer un password aléatoire. Ici, on peut voir un comportement intéressant du site puisqu'il est possible d'énumérer les utilisateurs déjà présents. Nous allons donc changer le nom d'utilisateur choisi à test. Malheureusement pour nous, nous sommes tombés encore une fois sur un utilisateur déjà créé. Nous allons donc tenter de créer l'utilisateur test1. Cette fois-ci, la création d'utilisateur a fonctionné et nous sommes connectés en tant que test1 sur le site web. Cependant, une fois connecté au site web, il ne semble pas y avoir de menu ou d'options disponibles. Nous allons donc commencer à regarder du côté des cookies. En utilisant la fonctionnalité Inspect du navigateur, nous allons pouvoir afficher les cookies présents pour cette page. Et si l'on modifie celui-ci, par exemple en altérant un caractère, et en rechargeant la page, on peut constater que celle-ci génère une erreur. L'erreur indique un problème de padding, probablement lors du déchiffrement du cookie. Cela représente une excellente nouvelle pour nous, car ce type d'erreur permet d'exploiter l'attaque Padding Oracle. Celle-ci permet de déchiffrer et voire même de chiffrer de l'information grâce à l'erreur générée par le padding. Ici, nous allons nous passer des détails techniques, cependant il existe des outils permettant de faire ça automatiquement. Nous allons donc ici installer Padbuster à l'aide de la commande sudo apt install padbuster. Une fois l'outil installé, nous allons pouvoir valider les éléments nécessaires au fonctionnement de l'outil. Dans le cas présent, nous allons avoir besoin de plusieurs éléments, incluant l'URL du site web et le cookie que nous avons obtenu. Il faudra également fournir un exemple de valeur chiffrée, ici le contenu de notre cookie, ainsi que l'encodage qu'il utilise. Dans le cas présent, il s'agit de base64, puis la taille des blocs que l'on va spécifier à 8. Nous allons donc entrer la commande padbuster, suivie de http://10.10.10.18. Nous allons spécifier également un exemple de valeur chiffrée, dans le cas présent le contenu de notre cookie, suivi de 8 pour indiquer la taille de bloc. Enfin, nous allons spécifier notre cookie, sans oublier son nom, ici auth, suivi de encode 0 pour indiquer qu'il s'agit d'un exemple en base64. Une fois l'outil démarré, celui-ci va nous demander quel exemple utiliser comme erreur. Dans le cas présent, il s'agit de l'ID 2, c'est également la valeur recommandée. Il est à noter que l'opération de déchiffrement peut prendre plusieurs minutes, nous allons donc attendre patiemment le résultat de celui-ci. Le résultat nous indique que la valeur déchiffrée de notre cookie est user égale test1. Ayant connaissance de l'existence d'un utilisateur admin, il serait intéressant de chiffrer la valeur user égale admin. Nous allons donc réexécuter l'outil, puis spécifier le paramètre -plaintext suivi de la valeur user égale admin. Encore une fois, le calcul de la valeur chiffrée va prendre probablement plusieurs minutes. Nous allons donc attendre le résultat de l'outil. Excellent. Nous avons récupéré le chiffré de la valeur spécifiée précédemment.
Nous allons donc pouvoir copier cette valeur et l'utiliser en tant que cookie dans notre navigateur. Nous allons donc retourner sur le navigateur et modifier le cookie hôte avec la valeur précédemment copiée. Puis par la suite, nous allons actualiser la page et nous devrions avoir un accès en tant qu'admin à celle-ci. Une rapide lecture de la page nous indique la présence d'une clé SSH sous le lien MyKey. Nous allons donc cliquer sur celui-ci. Par la suite, nous allons simplement copier l'URL et télécharger la clé sur notre machine à l'aide de la commande wget. Il est à noter que si l'on regarde de plus près le nom de la clé, il contient le nom de l'utilisateur qui la possède, ici Mitsos. Nous allons donc modifier les droits d'accès à la clé à l'aide de chmod 600. Puis nous allons tenter de nous connecter à la machine à l'aide de la commande ssh-i, suivi du nom de la clé, suivi de l'utilisateur mitsos at 10.10.10.18. Malheureusement pour nous, nous rencontrons un petit message d'erreur. No mutual signature supported. Rien d'alarmant, il s'agit d'un problème d'incompatibilité entre le client et le serveur. Celui-ci doit être un petit peu vieux. Afin de corriger ce problème, nous allons simplement relancer la même commande, suivie de -o pubkey accepted key types égale ssh-rsa. Excellent. Nous allons maintenant pouvoir récupérer le flag utilisateur en faisant un cat user.txt. Maintenant que cela est fait, nous allons tenter d'élever nos privilèges sur la machine. Si l'on regarde le contenu de notre répertoire, on peut constater un exécutable SUID nommé backup. En exécutant ce binaire, on peut constater que celui-ci va lire le shadow file. Cependant, après plusieurs essais pour casser le mot de passe, rien n'a été découvert. Il doit donc y avoir une méthode alternative. Afin d'avoir plus d'informations sur le binaire, nous allons utiliser ltrace. Cette commande permet de tracer tous les appels aux librairies dynamiques effectués par celui-ci. Ici, la problématique est relativement évidente. En effet, dans l'appel à la fonction système, cat ne définit pas un chemin complet, mais simplement le terme cat. En effet, si l'on ajoute notre répertoire home à notre variable d'environnement path et que l'on crée un fichier cat malicieux, nous serions éventuellement en mesure de pouvoir lire le root flag. Pour tester notre hypothèse, nous allons entrer la commande export suivie de path égale $path. Cette commande va ajouter notre répertoire courant à path. Par la suite, nous allons créer un fichier nommé cat avec la commande nano cat. À l'intérieur de celui-ci, nous allons simplement créer un fichier bash malicieux. L'astuce étant de ne jamais utiliser la commande cat dans le sens où l'on va faire appel à notre propre fichier. Nous allons donc faire un more/root/root.txt et rediriger la sortie de celui-ci dans notre répertoire home. Ayant modifié notre variable d'environnement, lors de l'appel au binaire backup, celui-ci va simplement utiliser notre version personnalisée de cat et copier le fichier root dans notre répertoire. Une fois notre script sauvegardé, nous allons le rendre exécutable, puis nous allons pouvoir faire appel au binaire backup. Si tout s'est déroulé correctement, nous devrions voir apparaître le fichier root dans notre répertoire home. À noter qu'il est inutile d'utiliser cat sans remodifier les variables d'environnement. Nous allons donc faire usage de la commande head afin d'afficher le contenu du fichier root.txt. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous de m'avoir écouté, et si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne.